Bonjour les développeurs, je suis Houssam Delaï, un développeur .NET à Swat. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser OAuth avec les applications ASP.NET Identity. Donc ce qu'on va faire dans cette démo, c'est de créer un projet ASP.NET Identity, puis on va essayer d'enregistrer un nouveau utilisateur en utilisant son login et son password. Puis, la deuxième étape, ça va être l'authentification de cet utilisateur. Donc, il va envoyer son login et son password. Puis, il va récupérer un access token. Cet access token va être utilisé dans l'étape numéro 3, qui a pour objectif d'accéder aux web services qui sont protégés par l'attribut Authorize dans les applications ASP.NET. Donc, commençons ici par ouvrir Visual Studio. Donc là, j'utilise Visual Studio 2017. Donc, lorsque je veux créer un nouveau projet, j'utilise ici Visual C#. Et puis, j'ai l'option de choisir du projet web. Et là, j'ai les trois templates. Là, je veux choisir ASP.NET Web Application en utilisant .NET Framework. Donc, je vais nommer mon application To-Do Web. Clique OK. Puis ici, donc, on a l'option de choisir entre les différents templates de ASP.NET. Donc là, il y avait la template MVC si on veut créer un site web avec des vues avec le langage Razor, ou si on veut donc développer des web services, donc on utilise Web API. Dans cette vidéo, on va utiliser Web API puisqu'on veut donc exposer les web services de l'application. Donc avec Web API, on voit que les deux cases sont cochées pour Web API, mais aussi pour MVC. C'est-à-dire ici qu'avec Web API, on peut aussi donc créer des interfaces graphiques avec Razor notamment. Donc sur cette template, Visual Studio, il m'offre ici la possibilité de choisir le type d'authentification pour mon application. Donc là, je peux choisir entre ne pas inclure l'authentification ou de faire l'authentification en utilisant un login et un password. En utilisant donc ici Individual User Accounts, je peux aussi choisir le Work or School Accounts ou le Windows Authentication. Work or School Account, ça marche avec les comptes Active Directory ou les comptes qu'on peut donc associer avec l'application, notamment les comptes Office 365. Donc, je choisis ici Individual User Accounts, je clique OK, puis je crée mon projet. Le projet créé ainsi, donc, il contient un simple contrôleur qui s'appelle ici Views Controller. Le Views Controller, c'est un API Controller, donc il expose des web services à travers REST. Et ici, là, donc, les web services comme Get, Post, Put, Delete. Donc, tous ces web services sont protégés par l'authentification. Donc ici, on utilise les mots-clés ou l'attribut Authorize pour protéger tous les web services dans ces contrôleurs. Là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à ce web service directement, mais on doit autoriser donc l'utilisateur à accéder à ce web service. Pour l'autoriser, il doit avoir un compte dans notre application. Donc pour qu'il puisse avoir un compte, donc il aura l'option de créer un compte. Pour cela, on a un web service dédié pour la création du compte pour les utilisateurs. Ce web service, il existe dans le contrôleur qui existe ici sous les dossiers controllers, qui est le account controller. Donc le account controller ici, il contient donc toutes les méthodes nécessaires pour donc faire la gestion des utilisateurs de mon application. Donc ici, il peut changer le mot de passe, définir un mot de passe, faire le login à travers des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou autres. Donc plein d'autres services qui sont nécessaires pour la gestion de l'utilisateur de mon application. Il y en a notamment donc le service web pour faire l'enregistrement d'un utilisateur, le sign-up d'utilisateur. Donc ici, ce web service, donc on peut l'accéder en mode anonyme, c'est-à-dire
puisque ici, jusqu'ici, l'utilisateur n'a pas encore un compte, donc il va créer un compte. Pour cela, on utilise l'attribut allow anonymous. L'attribut allow anonymous, donc, il lui permet d'accéder à ce web service pour créer un nouveau compte en passant le paramètre register binding model. Donc, register binding model, il contient toutes les données nécessaires pour faire enregistrer un utilisateur. Ces données sont notées ici, donc c'est le email, le password et confirm password. Donc ce sont les champs nécessaires pour qu'on puisse faire l'enregistrement d'un utilisateur. Et ce sont donc les champs qu'on trouve dans la plupart des applications, puisqu'on a donc les 3 champs pour faire saisir un email et le mot de passe écrit 2 fois pour confirmer. Une fois qu'on a ces données envoyées à ce web service register, donc on va vérifier si le modèle est valide, c'est-à-dire si ici le mot de passe et le confirm password sont identiques et que ici le email est là la structure d'un email, il y avait le alt et le point après le alt. Si le modèle est valide, donc on va traiter la requête en faisant appel à application user. Donc ici, pour créer un utilisateur dans la base de données dans notre système, l'utilisateur va être créé sous forme de application user. Ce n'est pas de la forme de register binding model. La différence, c'est que ici, si on voit le application user qui existe dans le dossier models, identity models ici, on peut voir que application user il hérite de identity user qui est le type défini par ASP.NET Identity pour enregistrer les utilisateurs à la base de données. Avec application user, on peut ajouter d'autres paramètres si on veut, c'est-à-dire ici je peux aller pour créer d'autres propriétés en disant par exemple datetime en ajoutant les birth date de l'utilisateur, c'est le type datetime plutôt. Et on peut donc ajouter d'autres paramètres ou d'autres propriétés à cet objet application identity. Pour cet exemple, je vais le laisser comme ça, vide. Donc il a déjà accès à tous les propriétés dans identity user. Donc on crée le application user en prenant donc le username et le email qui sont passés dans register binding model, dans les données envoyées par l'utilisateur. Puis on va faire appel à user manager. Et ici, user manager, c'est l'objet qui va accéder à la base de données des utilisateurs. Donc si on voit user manager où il est défini ici, donc le getter de user manager, il va accéder au request pour faire appel à getOwenContext. Et dans getOwenContext, il va faire appel à getUserManager en disant que ici, je veux accéder à la base de données des utilisateurs. Donc, on accède à userManager pour faire les opérations sur les utilisateurs. Là, je peux donc faire create S5 et il y avait d'autres donc pour faire la gestion des utilisateurs. Donc, elle me permet aussi donc de faire la gestion des rôles, la gestion des mots de passe, la gestion des emails de confirmation. Si je veux que les utilisateurs confirment leur enregistrement dans la base de données en les envoyant un email avec un token. Donc ici, je vais créer un nouveau utilisateur en faisant appel à create S5. Donc on passe notre utilisateur et son password. Si le résultat nous indique un succès, ou si elle n'indique pas un succès, donc on va retourner getErrorResult. On va donner l'erreur qui s'est faite ici pour que l'utilisateur connaisse pourquoi l'enregistrement ne s'était pas fait avec succès. Sinon, on va retourner OK. Donc, essayons maintenant d'invoquer ce web service. Donc pour cela, je vais mettre un breakpoint ici et je vais démarrer cette application
donc en cliquant ici sur le bouton Run. Pour tester le web service, donc, il y avait plein d'outils qui sont disponibles, notamment un Fiddler. Et ici, je vais utiliser un autre outil qui s'appelle donc Postman. Donc Postman, c'est une extension que vous pouvez l'installer sur Chrome comme extension, ou vous pouvez aussi l'installer comme étant une application à part dans Windows. Donc avec Postman, ici, donc j'ai l'interface pour créer des requêtes. Et pour chaque requête, ici, donc on doit faire attention à 4 éléments dans la requête. Le premier, c'est l'URL du web service. Le deuxième, donc, c'est le verbe ou la méthode qu'on utilise avec notre HTTP request. Donc ici, c'est get, post, put, patch, delete et plein d'autres. De plus, il y avait la requête où il y avait la partie headers. Si on veut envoyer des données dans le header, les données aussi peuvent être envoyées dans les contenus. Si peut-être je veux envoyer des objets en format JSON vers mon web service, je les envoie dans les contents ou dans le contenu de la requête HTTP. Donc ici, on veut invoquer le web service pour faire le register. Donc pour cela, le premier élément qu'on a dit, c'est l'URL de mon web service. Pour prendre l'URL, puisque j'ai lancé l'application, donc je peux récupérer l'URL à partir d'ici. Donc c'est ça l'URL de mon application. Donc je copie l'URL, je l'utilise ici. Et ça, c'est l'URL de mon application, de tous les web services. Mais maintenant, je veux moi accéder au web service qui fait spécifiquement l'enregistrement des utilisateurs. Pour cela, donc ici, on a dans notre account controller le route préfixe pour accéder au account controller qui est ici API/account. Donc je copie cette valeur et je l'utilise donc ici. Puis, donc cette URL, elle me permet d'accéder à ce contrôleur, mais sous ce contrôleur, il y avait plein d'autres web services. Donc moi, je veux accéder exactement au web service qui fait register. Pour cela, j'utilise le route pour le register. Donc qui est ici register. Notez qu'ici, il y avait un commentaire, donc l'URL de tous les web services ici. Donc je vais copier. Puis j'ajoute donc /register. Avec ça, donc la méthode register, donc quel est le verbe qui sera associé avec register? Est-ce que c'est get, post, put? Donc ici, le verbe, c'est comme c'est indiqué ici dans le commentaire, c'est en mode post, puisqu'ici on veut envoyer des données qui sont ici le register binding model. Donc je spécifie que ici je veux utiliser le HTTP request avec post. Puis, donc, on doit envoyer le register binding model qui se compose ici donc d'un email, un password et un confirm password. Pour cela, pour envoyer cet objet, donc je vais aller à body et sous body, donc je spécifie ici l'option row. Donc, avec l'option row, je peux envoyer des données sous ces différents formats. Donc ici, on va envoyer l'objet register binding model sous format JSON, application/JSON. En choisissant ça, donc maintenant, je peux composer mon objet register binding model. Donc, je vais créer l'objet JSON, donc qui a ici les propriétés. La première propriété sera l'email. Donc, j'utilise la propriété email, deux points, et je crée un email pour cet objet. Donc, je vais mettre samdelay@live.com. Le deuxième paramètre sera donc le password. Pour cela, j'utilise password encore, et password donc entre deux cotes, puis deux points et la valeur du password.
Ici, la valeur du password, elle doit obéir à certaines conditions. Ces conditions-là sont spécifiées dans le app Start. Si je vais ici sur Identity Config, donc ici dans la méthode Create, on peut voir qu'il y avait donc une certaine configuration pour accepter les mots de passe. Donc ici, required length égale 6, donc la longueur minimale du password sera 6, doit être 6. Required non-letter or digit égale true, required digit, required lowercase, donc le mot de passe doit avoir des lettres minuscules et aussi des lettres majuscules avec des nombres. Donc, on doit respecter toutes ces restrictions. Pour cela, donc, je crée mon password. Ici, je choisis Alt, une lettre majuscule, une lettre minuscule, puis des lettres, voilà, un mot de passe aussi simple que ça. Le troisième champ sera donc le confirm password. Pour cela, je vais copier cette même ligne et la réutiliser pour dire que c'est mon confirm password. Donc, maintenant, donc, on a fait un breakpoint dans la méthode register. Voilà. Donc, on peut maintenant exécuter cette requête pour faire send. Et en faisant ça, donc ici, j'ai atteint mon web service register et je peux donc voir les contenus du modèle. Donc, on peut clairement voir ici que les données sur modèle, si je peux voir ça, voilà, donc il y avait l'email qu'on a spécifié avec le password et le confirm password. Voilà. Maintenant, essayons de voir donc étape par étape comment ça se fait. Donc, je vais mettre un autre breakpoint ici. Je fais continue. Donc, maintenant, elle a créé l'entité user. Et on voit ici donc tous les attributs de user. Donc, user, il a aussi d'autres attributs, donc comme le password hash. Donc, ici, il n'enregistre pas le password directement, mais il utilise un hash. Donc, il y avait des rôles associés à l'utilisateur. Pour le moment, notre application ne contient pas aucun rôle. Et ASP.NET Identity, la template par défaut, elle ne fournit pas de rôle. Donc, c'est à nous de créer les rôles user, admin, super admin ou autre. Voilà, donc il y avait le two-factor enabled, donc c'est false par défaut. Donc maintenant, on a créé l'utilisateur et maintenant, on va essayer de l'enregistrer à la base de données. Donc, je fais Continue. Donc, la base de données pour les utilisateurs a été créée dans ce moment et on a enregistré ce premier utilisateur. Donc, si on voit les résultats ici, il nous dit que le succeeded égale true. Donc, on a enregistré l'utilisateur avec succès. Donc, c'est-à-dire ici, on va envoyer OK, 200 pour Postman. Donc, pour cela, Postman, ici, il reçoit 200 OK. Donc, essayons maintenant de créer un deuxième utilisateur. Pour cela, je vais utiliser le même email, soit.fr, et utiliser le même password. Clique Send et on va donc accéder de nouveau au web service qui fait le register. Il envoie de nouveau OK. Donc maintenant, on a deux utilisateurs dans notre base de données. On peut voir ça. Donc, si on peut consulter la base de données pour voir les utilisateurs qui sont enregistrés. Donc, en allant vers la menu View, puis on sélectionne SQL Server Object Explorer. Donc, la fenêtre qui est ici me permet de voir les différentes bases de données dans mon projet. Donc, je choisis ici SQL Server, Database, dans LocalDB bien sûr. Et là, j'ai plusieurs bases de données. Je peux connaître la mienne en connaissant donc le nom du projet. Ici, le nom de mon projet s'appelle To-Do Web. Donc, la base de données, elle doit correspondre à ce nom de projet. Donc, je cherche ici To-Do Web.
Voilà, donc c'est ça. J'ouvre les tables et ici, donc j'ai les différentes tables créées par ASP.NET Identity. Donc les tables pour les rôles, pour les logins, pour les utilisateurs et les tables pour définir les rôles de chaque utilisateur. Voyons donc la table des utilisateurs. Pour cela, je fais un clic droit et je fais donc View Data. Ici, donc, je peux voir la table des utilisateurs. Donc, on voit ici que le premier champ, c'est le ID. Et ici, le ID, il est défini de type string. Ce n'est pas donc un type entier. Donc, le ID, c'est une chaîne un peu lente. Il y avait aussi donc le email des deux utilisateurs qu'on a créé. Le email confirme dans les deux cas, c'est false. Et il y avait donc le password hash pour les deux utilisateurs. Donc, remarquez ici que malgré on a utilisé le même password, mais le password hash qui est généré, donc il est différent pour la même password. Security stamp for number, two-way factory enabled, no, voilà. Donc, c'est toutes les données relatives à notre utilisateur. Et ici, notez aussi qu'on a utilisé, on a opté que le username et le email de l'utilisateur sont identiques. Bien sûr, on peut changer ça dans notre application. Passons maintenant à la deuxième étape qui sera donc faire authentifier l'utilisateur qui s'est déjà enregistré. Donc, on va utiliser le login et le password de l'utilisateur enregistré pour maintenant faire le login et récupérer un access token de notre application. Pour le faire ici, donc, je vais créer une autre requête HTTP request. Et ici, donc, je vais chercher le web service pour faire l'authentification des utilisateurs. Mais ce web service là, il n'existe pas dans le account controller, donc il n'y avait pas un web service pour faire les logins des utilisateurs dans account controller. Mais ce web service, il existe, il est défini ailleurs dans mon application. Donc si je vais ici dans le App Start, si j'ouvre le fichier startup.auth, ici je peux voir qu'il y avait donc la méthode configure auth, il y avait ici le OAuth options. Ici, il note donc le token endpoint path, donc l'URL pour accéder à l'authentification, donc c'est /token. Donc je vais ici accéder à /token. Pour cela, donc j'utilise le même URL de mon application avec /token. Et donc pour faire l'authentification, donc avec le standard OAuth, on utilise toujours donc des posts. Donc ici, on doit envoyer une requête post. Donc puis, on va envoyer le login et le password de l'utilisateur dans Body. Pour cela, je vais à Body ici et je choisis Form URL Encoded. Et dans ce clé valeur, donc on va spécifier les clés valeurs pour le login et le password. Pour cela, donc je peux spécifier le premier qui sera donc le email et la valeur de l'email ici, donc c'est donc le premier email qu'on a créé là. Je l'utilise ici, puis le deuxième, donc ce sera le password. Et je mets donc la valeur du password. Copier. Je l'utilise ici. Voilà. Donc maintenant, on peut envoyer cette donnée à notre application. Donc je vais send, mais maintenant il me dit que là il y avait le type, le grand type, il est non supporté. Pourquoi? Parce que je dois spécifier un troisième paramètre essentiel avec ASP.NET Identity ici, donc qui est le grand type. Et là, la valeur du grand type, je vais spécifier que c'est password.
Ça peut être différent de password dans des autres implémentations de OAuth. Ça peut être code ou access token. Donc, je clique ici sur Send. Et ici, j'ai une autre erreur qui me dit que value cannot be null, username. En fait, ici, je fais une erreur parce que ici, on ne doit pas envoyer le email comme la première clé du login, mais on doit envoyer le username. Donc, je change la valeur du email par username et je fais send de nouveau. Et maintenant, donc, j'ai la réponse de mon serveur de son OK avec le access token pour accéder aux différents web services dans mon application. Donc, ici, le access token, la valeur du access token, c'est celle-là, cette grande chaîne. Et puis, le type du access token, c'est du type bearer. Donc, elle expire dans ce nombre de secondes. Et puis, elle est associée à cet utilisateur. Donc, cet access token elle a été créé aujourd'hui, donc à cette date-là, et elle s'expire à cette date-là. Donc ici, on voit que l'expiration du access token, elle est à 14 jours de la date de la création. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a spécifié qu'on veut qu'elle soit 14 jours. Donc, c'est configuré par défaut dans la Spinet Identity, dans le OAuth Options. Ici, on dit que le Access Token expire time span égale 14 jours. On peut bien sûr changer cette valeur pour être donc 30 secondes ou pour être même un an. Donc, ça dépend bien sûr de l'utilisation de votre application. Voilà, donc maintenant on a récupéré le Access Token, donc on a fait l'étape numéro 2, maintenant passons à l'étape numéro 3 pour ici donc utiliser cet Access Token pour accéder à des web services qui sont protégés par l'attribut Authorize. Donc les web services qui sont protégés par Authorize sont ici donc dans Values Controller. Ce web service, donc, il est protégé par les mots-clés Authorize. Donc, si on veut accéder à ce web service-là, get, pour retourner les deux valeurs value 1 et value 2, donc avec Postman, je crée une autre requête et j'utilise donc le même URL. Copy, j'utilise cette URL, /API /values, qui est donc ici l'URL pour accéder à ce web service get. Donc, puis je fais get pour accéder à ce web service, send. Mais ici, donc, le serveur, il me répond que authorization has been denied for this request. Donc, je ne peux pas accéder à ce web service protégé. Donc, je dois me connecter à ce web service en mode connecté. Pour le faire, donc, on va ajouter l'authentification de l'utilisateur dans la requête HTTP. Donc, on va envoyer les credentials dans la requête HTTP. Pour cela, je vais ici dans la fenêtre Headers et je vais donc spécifier une clé ici qui sera donc le Authorization. Donc, c'est défini par défaut ici, donc Authorization. Pour cela, Postman, il me suggère d'utiliser ces clés. La valeur ici, donc, on va envoyer le Access Token. Pour cela, je vais ici et je récupère le Access Token ici. Et je fais copier pour l'utiliser ici. Donc, j'utilise ce Access Token. Et en fait, ici avec le Access Token, il doit être précédé par le type du Access Token. Ici, on a reçu ce type qui est de type bearer ici. Donc, pour cela, je veux donc dire que j'envoie ici un bearer. Donc, c'est nécessaire de l'envoyer. Donc, bearer, puis espace le Access Token. Je fais send. Et une autre fois,
ici, il nous dit que le authorization has been denied for this request. Oh, oups, j'ai créé la valeur dans un autre clé, donc je fais CTRL-X, je dois donc la mettre devant l'attribut authorization, donc on n'a pas besoin de ce deuxième attribut, c'est juste un seul, voilà. Ça de nouveau, et maintenant, donc voilà, on a récupéré les deux value 1 et value 2, donc en accédant à ce web service en mode authentifié. Donc si on répète ça avec un breakpoint, ça de nouveau, et maintenant donc on a pu accéder à ce web service. Voilà, donc de cette façon-là, donc on peut faire authentifier les utilisateurs pour accéder à des web services qui sont protégés par le mot-clé authorize. Donc, essayons maintenant avec un cas un peu plus réaliste. Donc, essayons de créer une application to-do. Donc, on va créer des tâches. Chaque tâche a un titre et une valeur booléenne qui dit que c'est done ou encore non done. Et on va enregistrer ce valeur to-do dans une base de données et on va laisser les utilisateurs, on va leur laisser la possibilité de créer des to-do et de les modifier et de les supprimer. Le challenge dans cet exercice, c'est de laisser donc puisqu'on peut faire la modification des to-do, donc on veut que ce sont seuls les utilisateurs qui ont créé ces to-do, ils peuvent les changer. Donc les utilisateurs qui n'ont pas créé cette to-do, ils ne peuvent pas la changer. Donc ajoutons un nouveau modèle. Pour cela, je vais au dossier Models, clic droite et je choisis ici Add Class. Donc je vais ajouter une classe que je vais appeler To-Do. Mon classe To-Do, elle a une première propriété du type entier qui sera le ID du To-Do. Puis une deuxième propriété du type string où on va enregistrer le titre du to-do. Une troisième propriété du type booléen pour dire est-ce que le to-do est déjà fait ou pas. Donc on l'appelle isDone. À cela, on ajoute un quatrième propriété qui sera du type string pour enregistrer le user ID. Donc ici, pour chaque to-do, elle va être associée à un user ID. Et le user ID il est de type string parce qu'on a vu en fait que les ID des utilisateurs, ils sont de type string, pas de type entier, comme on peut voir l'exemple sur cette chaîne-là. Avec cette to-do, donc on va maintenant faire build solution pour pouvoir générer le contrôleur qui va avec ce modèle. Donc maintenant, on peut aller sur Controllers, clic droite, ajouter un nouveau contrôleur. On va choisir un contrôleur du type API de Controller with Actions using Entity Framework, puisqu'on veut générer des web services. Donc le modèle qui va avec ce contrôleur, c'est notre To-Do. Puis, le data context class, on peut voir qu'ici, il y avait déjà un data context qui est défini, qui est le application DB context généré par ASP.NET Identity pour donc faire la gestion des utilisateurs. Donc nous, on peut réutiliser ce même DB context ou on peut donc créer un autre. Ici, je vais créer un autre DB context pour faire donc la séparation entre le DB context qui génère les utilisateurs et le DB context qui donc faire la gestion de mes données. Je vais add, le contrôleur sera appelé ToDo'sController, ok. Et je génère maintenant mon API Controller. L'API Controller, donc il aura tous les web services pour faire get to-dos, get to-do by ID, put, donc pour faire modifier un to-do, post pour ajouter un nouveau et delete pour supprimer un to-do. Donc ici, on va utiliser le web service pour faire le post de to-do, donc pour création de to-do.
Pour cela, donc, je démarre mon projet. Je vais sur Postman pour créer une nouvelle HTTP requête pour donc faire post d'un nouveau to-do. Donc, on va créer la nouvelle to-do donc en accédant au l'URL de notre web service qui est ici. Puis l'URL pour accéder à ce to-do donc qui est indiqué ici en commentaire, copier et je l'utilise ici. Dans le body maintenant, donc on va envoyer notre objet to-do. Donc je vais spécifier que le type est de application/JSON. Donc je vais ici créer mon premier to-do. Donc je vais lui donner un title en disant ici le to-do numéro 1. La deuxième propriété du to-do c'est is done. Is done, donc je vais envoyer pour celle-là false. Et voilà. Ajoutons un breakpoint sur le web service de post-to-do et envoyons notre requête. Donc, en faisant ça, on a atteint notre breakpoint et ici le to-do qu'on a déjà créé. Continue. Et ici, donc, on reçoit 201 created. Donc, on a créé notre premier to-do. Ici, le to-do créé, donc, il a un user ID nul, puisqu'on ne connaît pas l'utilisateur qui a créé cette to-do. On peut maintenant changer cette valeur pour attribuer à chaque to-do un utilisateur. Donc ici, après la validation du modèle, je veux donc changer la valeur de to-do.userID pour attribuer un certain user ID qu'on va appeler ici user ID. Maintenant, comment on peut récupérer le user ID actuel? Donc, puisque maintenant donc l'utilisateur, lorsqu'il va se connecter vers ce web service, donc on veut qu'il soit authentifié. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter l'attribut authorize. Authorize, donc on l'ajoute sur le nom du contrôleur. Et ici, c'est-à-dire l'attribut authorize, il va être appliqué à tous les web services qui existent dans le contrôleur to-do controller. Donc, il va être aussi appliqué à post to-do. Donc, c'est pareil si je peux donc aussi mettre l'attribut authorize ici. Donc, en marquant ce web service avec authorize, donc on est sûr que l'utilisateur est authentifié. Donc je peux connaître qui est cet utilisateur, puisque là on voyait son access token et à partir de access token, on peut récupérer l'identité de l'utilisateur. Nous, avec ASP.NET Identity, on peut récupérer le user ID directement, donc sans passer par le access token. Donc c'est à ASP.NET Identity de faire le matching entre le access token et le user ID. Donc on peut directement accéder ou retrouver le user ID en faisant appel à user. Donc ici j'ai une entité user qu'à partir d'elle, donc je peux accéder à l'identité de l'utilisateur, puis je peux faire get user ID. Donc je peux de cette façon-là récupérer l'identité de l'utilisateur. Donc je l'attribue à to-do, puis j'enregistre les modifications. J'exécute et je vais créer un autre to-do. Donc l'appelons ici to-do, notre to-do numéro 2. Donc je vais ici sur post to-do et je vais, voilà, donc je dois le changer ici. Donc ce sera ici nommé to-do 2. Send. Et ici on me dit que authorization has been denied for this request parce que en fait donc on a ajouté l'attribut authorize. Donc maintenant on doit envoyer le access token avec le to-do item qu'on envoie. Pour cela,
on doit aller sur Headers et ici, ajouter l'attribut Authorize dans le Headers et envoyer le Access Token qui est de type Bearer. Donc, je vais revenir à cet Access Token, copier. Et je vais l'utiliser ici donc pour authentifier mon utilisateur actuel. Send. Et maintenant, donc, on a atteint le web service, on a envoyé l'objet to do. Et je vais mettre un breakpoint ici, continue. Ici, donc, si je mets le curseur sur user ID, je peux lire donc la valeur de user ID actuel qui sera donc affectée à user ID de l'objet to do. Je fais continue. Et maintenant, donc, la réponse, c'est le to do avec le user ID associé à cet utilisateur. Revenons maintenant à notre méthode put. Donc, avec put, de cette syntaxe, à partir de cette méthode actuelle, donc c'est tout utilisateur authentifié, il peut changer les to-do des autres utilisateurs. Donc, ici, on va faire une restriction que seul l'utilisateur qui a créé le to-do, il peut la changer. Donc, pour le faire, je vais accéder à user ID. Donc, en accédant à user.identity, user.identity, .get user ID. Donc, on a récupéré le user ID. Maintenant, on va vérifier est-ce que le to-do item envoyé pour faire une modification, est-ce que le ID spécifié dans to-do est différent de l'ID du user ID actuel. Si c'est le cas, donc on va faire return HTTP status code. Et on va faire de même pour la suppression des to-do. Donc pour cela, je vais à delete to-do. Et avant de supprimer un to-do, on doit faire la même vérification. Donc est-ce que le user ID il est différent de user ID de l'objet to-do qu'on a récupéré de la base de données ici. Donc, si c'est le cas, on va retourner notre acceptable. Sinon, on peut donc procéder à supprimer la to-do. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment utiliser ASP.NET Identity pour enregistrer des utilisateurs avec login et password. Ensuite, dans l'étape 2, on a vu comment faire le login des utilisateurs en envoyant le login et le password et en récupérant un access token. Puis, on a vu enfin donc, comment utiliser le access token pour accéder à des web services qui sont protégés par l'attribut Authorize qui vient donc avec ASP.NET Identity. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous et merci bien.